Bien, c'est parti. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation sur le nouveau règlement européen sur la protection des données, ou RGDP, en anglais Global Data Protection Regulation, ou GDPR. Donc ceci est une conférence non technique, principalement destinée à améliorer les connaissances et la maturité sur cette GDPR et à initier une discussion autour de la mise en place de cette régulation dans nos environnements Big Data. Donc on va parler législation, régulation, process. Donc je vais demander à l'équipe de l'Exdico de bien vouloir fermer la porte à clé pour que personne ne puisse échapper de cette salle avant la fin de la présentation. Donc on va parler des impacts de la régulation sur le traitement Big Data. Avant de commencer, j'aimerais procéder à quelques petits sondages dans la salle. Qui connaît peu ou très mal ce qu'est la GDPR? Levez bien la main. Voilà. Ok, parfait. J'espère que vous aurez de meilleures connaissances à la fin de cette présentation. Qui pense bien connaître la GDPR? Pas grand monde. Donc c'est un sujet. Très bien. Parmi ceux qui connaissent, qui pense que son organisation sera prête en mai 2018? Pas d'optimistes? D'accord. Et donc du coup, je ne vous pose pas la question. Qui pense que son organisation est déjà prête? Est-ce que... Ça marche. Allô? Ouais, parfait. Ça va être plus pratique. Hop. Bien, je me présente. Je m'appelle Mathieu Blanc. Donc, je travaille dans le monde de l'informatique depuis plus de 13 ans maintenant. J'ai été expert data chez Xebia pendant un peu plus de 3 ans. J'ai participé à la mise en place d'un certain nombre de data lakes dans des diverses organisations. Et c'est fort de cette expérience que nous avons créé cette année une entreprise qui s'appelle Zinea, qui édite un logiciel de catalogue de la donnée et de gestion de data lake, ce qui n'est pas le sujet de la présentation, mais qui n'est évidemment pas sans lien avec la GDPR. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés, sachez qu'il y aura une démonstration du produit qui sera fait en salle Mansart 2 juste à côté à 15h25. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit disclaimer. Donc cette présentation a été préparée au travers de nos expériences en lisant les textes de la GDPR et toutes les sources de données possibles et imaginables. Donc elle a pour but d'informer sur la GDPR et d'envisager ensemble les impacts sur nos traitements Big Data, mais elle ne fait en aucun cas office de conseils légaux. Donc si le moindre doute subsiste, consultez votre département légal et évidemment prenez conseil auprès de la CNIL. Ceci étant dit, du coup, qu'est-ce que la GDPR? Donc, ce nouveau règlement européen sur la protection des données a été adopté le 14 avril 2016 et il sera directement applicable dans tous les États membres de l'Union dès le 25 mai 2018, donc dans 6 mois. Donc, il viendra remplacer la directive 9546/CE qui avait été transposée en France dans la loi Informatique et Liberté. Donc, l'objectif du règlement est d'offrir un cadre législatif harmonisé à l'ensemble des acteurs économiques dans le cadre du marché unique et d'assurer un niveau de protection élevé des données personnelles à tous les citoyens de l'Union. Pour les professionnels de la data, c'est un véritable changement de paradigme auquel il va falloir se préparer. Des nouvelles approches du traitement des données à caractère personnel fondées sur les risques, des nouvelles obligations relatives à ces traitements, de nouveaux droits pour les citoyens et des institutions nouvelles, notamment pour les grandes entreprises, l'obligation de désignation de Data Protection Officer. Donc il y aura un rôle important, ils seront chargés de piloter la gouvernance des données, contrôler la conformité de l'entreprise à la GDPR, et ils interviendront sans doute à un niveau hiérarchique élevé, puisque l'impact financier de la GDPR va être somme toute légèrement incitative. En effet, la violation des principes de la GDPR va pouvoir entraîner des sanctions pouvant s'élever à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires global annuel du groupe sanctionné. Donc oui, ça a été fait exprès contre les GAFA, avec un push fort des Allemands, puisque Mme Merkel n'a pas vraiment apprécié d'avoir été écoutée par la NSA. Fondamentalement, la GDPR, ça va être un nouveau contrat social à l'ère du numérique qui va permettre aux citoyens de retrouver la propriété sur ces données personnelles et de renforcer la confiance entre les entreprises responsables de traitement et les particuliers.
Alors, la GDPR s'applique au traitement automatisé ou non des données à caractère personnel. Donc, mettons-nous d'accord sur la définition d'une donnée à caractère personnel. Il s'agit de toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, qui peut être identifiée donc directement ou indirectement, notamment par référence à un nom, un prénom, une adresse, un mail, ou plusieurs éléments spécifiques se rapportant à son identité. Donc c'est une définition qui a été élargie, puisqu'elle inclut désormais certaines données online, telles que des données de localisation, des identifiants en ligne, identifiants de terminaux, cookies, adresses IP, etc. Donc on regarde la nouvelle rédaction de cette régulation. Il va falloir faire une analyse approfondie de ce qui distingue une donnée personnelle d'une donnée non personnelle d'un point de vue juridique, notamment en ce qui concerne les données issues de l'écosystème numérique. Les traitements des données, ce large terme désigne toute opération effectuée sur des données personnelles via des moyens automatisés ou non. Donc les exemples de traitement vont être la collecte, l'enregistrement, l'organisation, le stockage, l'utilisation ou la destruction de données à caractère personnel. Donc au final, les entreprises responsables de traitement ou data controllers, ainsi que leurs sous-traitants ou data processeurs, qui traitent des données personnelles de citoyens de l'Union européenne, vont être soumis à la GDPR. Donc au final, l'immense majorité des entreprises vont être concernées par cette nouvelle régulation. Alors, pour pouvoir faire un traitement sur des données personnelles, un traitement devra avoir une base légale. Il devra respecter le cadre des traitements prévus par le règlement. Quelles sont ces bases légales? Elles sont au nombre de 6. Donc la première, qui est mise en avant par la GDPR, va être l'obtention du consentement du citoyen au traitement sur sa donnée personnelle. Donc l'obtention de ce consentement est définie clairement dans la GDPR. Il doit être donné librement. Il doit être spécifique, informé, non ambigu et donné par une action affirmative claire. Donc, il ne va plus être possible d'obtenir le consentement par défaut ou en oubliant de décocher une checkbox dans un formulaire d'un site en ligne. Et c'est également la fin des privacy notices en police de caractère 5 qui utilisent un jargon légal incompréhensible. Okay. Il va devoir être aussi facile de pouvoir retirer son consentement que de le donner. Les autres bases légales pour le traitement des données personnelles vont être un traitement pour l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et l'entreprise, un traitement pour le respect d'une obligation légale, un traitement pour la sauvegarde des intérêts vitaux du citoyen, un traitement nécessaire à la réalisation d'une tâche par une autorité publique, et enfin, le dernier, le plus intéressant, un traitement dans l'intérêt légitime du data controller. Donc, alors, méfiez-vous, cette base légale ne va pas être un passe-droit, elle ne va pas vous permettre de faire tout et n'importe quoi sur les données personnelles que vous collectez. Il va falloir prouver, ou être en mesure de prouver, que ce traitement est nécessaire à votre intérêt légitime. Donc la GDPR reste un peu floue sur l'utilisation de cette base légale pour les traitements de données personnelles, mais elle est claire pour 3 cas. On va pouvoir utiliser cette base légale pour des traitements de détection de fraude, des traitements en charge de la sécurité de son réseau, ou des traitements de prospection ou de direct marketing. Alors une fois que j'ai une base légale pour le traitement sur ma donnée personnelle, ces traitements devront respecter 7 principes. Quels sont-ils rapidement? Le principe de licéité, loyauté et transparence. Donc la loi impose une transparence lors du traitement auprès de la personne concernée, ce qui veut dire que la loi garantit aux personnes ayant soumis leurs données l'information nécessaire relative au traitement, et elle les assure de la possibilité d'un contrôle. Donc le responsable de traitement de données personnelles a l'obligation d'avertir ces personnes dès la collecte de données et en cas de transmission à des tiers. Le principe de finalité, les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime. Okay. Donc je ne peux plus détourner des données qui ont été recueillies dans le cadre d'une finalité pour une autre finalité. Donc tout détournement de finalité est passible de sanction. Le principe de proportionnalité, seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour la finalité. Donc, par exemple, dans le cas d'une opération de marketing direct pour laquelle j'aurais besoin uniquement du nom, prénom et adresse email, je ne peux pas collecter l'adresse postale, la situation financière, etc.
La pertinence des données, les entreprises doivent faire en sorte que les données soient exactes et mises à jour si nécessaire. Les informations ne peuvent plus être conservées de façon indéfinie dans les fichiers informatiques. Donc une durée de conservation doit être établie en fonction de la finalité de chaque fichier. Passé cette limite, les données doivent être supprimées ou rendues anonymes. Donc les entreprises sont responsables de la sécurité des données et doivent mettre en place les mesures adéquates pour la garantir. Donc cette responsabilité est mise en avant par un nouveau principe, le Privacy by Default and by Design, qui désigne toute la démarche visant à prendre toutes les mesures permettant de protéger le droit des personnes en amont, c'est-à-dire dès la conception d'un produit ou d'un service, et tout au long du cycle de vie des données. Le dernier, et non des moindres, le principe de responsabilité. Donc un responsable de traitement doit être en mesure de démontrer le respect de ces principes. Donc c'est une véritable inversion de la preuve de la charge qui va avoir lieu. Auparavant, le consultant informatique et liberté devait déclarer à la CNIL un traitement susceptible d'être impactant pour des citoyens. Demain, c'est à vous de démontrer, en cas de contrôle, que vous respectez toutes les règles de la GDPR. Donc cette mesure se traduit par l'obligation de la tenue d'un registre de traitement, dont je vous parlerai par la suite. Alors, l'objectif principal de la GDPR, c'est de renforcer les droits des personnes physiques sur leurs données personnelles. Quels vont être ces droits ? Rapidement, le droit à l'information. Lorsque je donne des données personnelles à une entreprise, j'ai la possibilité de demander à cette entreprise quelles sont les données personnelles que vous possédez sur moi. Non, pardon, ça c'est le droit d'accès que je viens de vous dire. Donc, j'ai le droit de savoir quelles sont les données personnelles que détient une entreprise. Premier droit à l'information, quand une entreprise collecte mes informations, plusieurs informations doivent m'être communiquées, donc notamment les finalités du traitement, ainsi que les droits dont je dispose. Une fois que j'ai donné mes données personnelles, j'ai le droit d'avoir accès à ces informations. Quelles sont les données personnelles que l'entreprise détient sur moi ? J'ai le droit de faire rectifier ces informations dans les meilleurs délais, ou de les compléter. J'ai le droit à la portabilité, c'est-à-dire que j'ai le droit de recevoir ces données dans un format structuré, lisible par une machine interopérable, et les transmettre à un autre responsable de traitement si besoin. Donc après la libre circulation des personnes et des biens, la GDPR tente de mettre en place la libre circulation des données numériques sous le contrôle du citoyen. J'ai le droit de m'opposer à tout moment à un traitement donné en fonction de sa base légale, et à tout moment s'il s'agit d'un traitement fait à des fins de prospection. Un nouveau droit qui va être particulièrement impactant pour le monde Big Data, c'est le droit à l'effacement ou droit à l'oubli. J'ai le droit d'obtenir dans les meilleurs délais l'effacement de mes données personnelles auprès d'un responsable de traitement. Donc le responsable de traitement devra informer les autres responsables de traitement qui les traitent qu'il faille effacer ces données et toutes les reproductions de celles-ci. J'ai le droit de limiter les traitements, ce qui est utile en cas de contentieux entre un citoyen et une entreprise. Et enfin, un droit qui va sans doute impacter l'utilisation d'algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle des entreprises, j'ai le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris par du profilage, si cette décision produit des effets juridiques me concernant ou des décisions qui m'affectent de manière significative. Donc, les décisions rendues de manière automatique sont contestables. Voilà, un dernier point légal. Alors, selon Robert Mueller, l'ancien directeur du FBI, il n'existe que deux sortes d'entreprises, celles qui ont été hackées et celles qui vont l'être. Donc, en effet, depuis quelques années, on ne compte plus les révélations dans la presse de fuites de données personnelles. On a encore vu la semaine dernière avec l'exemple de Uber. Après le 25 mai 2018, avec la GDPR, en cas de faille de sécurité et de divulgation de données personnelles, l'entreprise devra notifier l'autorité de régulation, en France la CNIL, dans les 72 heures. Si la faille ou la violation de données comporte un risque élevé pour le droit des personnes concernées, les personnes physiques concernées devront être informées dans les meilleurs délais.
Voilà, merci à tous. Bonne chance, bon courage. Il vous reste 172 jours pour mettre tout ça en place dans vos entreprises. Non, je plaisante. Alors, ne paniquez pas, enfin pas trop. Donc il y a un petit effet bug de l'an 2000 avec cette GDPR. On sent monter l'inquiétude dans les entreprises sur les challenges de la mise en place de la GDPR pour s'assurer que nous allons toujours pouvoir être capables de faire du business à partir de mai 18 et sur les impacts techniques, financiers notamment, de cette mise en conformité. Donc il y a une certaine zone de flou autour de la GDPR. Son implémentation dépendra fortement de l'interprétation de ces règles, de leur application et de la jurisprudence. Donc on peut voir la GDPR comme un fardeau supplémentaire à une industrie de la data qui a déjà beaucoup de challenges à relever. Au contraire, il faut voir, selon nous, la GDPR comme l'opportunité d'atteindre une certaine maturité en termes de gouvernance et de maîtrise de la donnée dans les entreprises. Donc il s'agit avant tout d'établir un contrat de confiance entre les citoyens et les responsables de traitement. Ce contrat de confiance bénéficiera à tous, entreprises comme particuliers. Aujourd'hui, les particuliers sont plutôt réticents à donner leurs informations personnelles aux entreprises. De nombreuses études montrent que dans le cadre d'un nouveau deal, à savoir « donnez-moi vos informations pour cette finalité précise, à tout moment je vous les redonne et je vous prouve que je ne les utilise plus », dans ce cadre, les citoyens sont prêts à partager leurs données personnelles. C'est donc l'opportunité d'offrir des services à valeur ajoutée aux clients dans un mode donnant-donnant. Pour les organisations, la GDPR va apporter une plus grande confiance ainsi qu'une meilleure réputation sur le traitement des données personnelles et donc plus d'engagement. La GDPR, c'est également l'occasion de faire un check-up de la donnée dans les entreprises et dans les écosystèmes Big Data et qui va nous permettre de nettoyer la mauvaise donnée, éviter la suracquisition coûteuse de données, mettre en place ou améliorer la gouvernance de données, implémenter les bonnes pratiques autour des initiatives Big Data et Data Science. Qui dit maîtrise et gouvernance de la donnée, dit meilleurs enseignements à partir de cette donnée, et donc meilleure création de valeur à partir de cette donnée. Donc, que signifie finalement tout ce jargon légal que je vous ai un peu imposé? Il s'agit pour les entreprises de se responsabiliser autour des données personnelles qu'elles utilisent, et elles vont être capables de pouvoir répondre aux questions suivantes. Quelles sont les données personnelles que je détiens? Où sont-elles? Quelles sont les possibilités autour de ces données? Qu'est-ce que je fais avec ces données? Pourquoi je les collecte? Et quels résultats je cherche à atteindre? Alors, la GDPR va avoir un nombre important d'impacts dans nos organisations, principalement juridiques et organisationnels, mais c'est également l'occasion de mettre en place des initiatives technologiques dans les écosystèmes Big Data, qui certes aideront les entreprises à se mettre en conformité avec la régulation, mais qui auront une valeur intrinsèque. Donc en tant que responsable d'une équipe Big Data qui voit arriver la GDPR, quelles seraient les mesures que je demanderais à mes équipes de mettre en place? Donc, la première chose à faire pour se mettre en conformité va être d'établir une cartographie des données personnelles stockées et utilisées. Okay. Pour ce faire, il s'agit de mettre en place dans vos environnements Big Data ce que l'on peut nommer un catalogue des données qui contiendra les différentes métadonnées sur les jeux de données que j'utilise. Donc les métadonnées techniques, les sources de données utilisées, les schémas des jeux de données structurés, leur lieu, leur technologie, leur format de stockage, des métadonnées métiers, la description de ces jeux de données, une classification de ces jeux de données à l'aide d'un système de labels ou de propriétés permettant de créer une taxonomie autour des jeux de données utilisés. Des métadonnées opérationnelles, est-ce que les données sont à jour? Est-ce qu'elles sont de qualité? Est-ce qu'elles sont bien monitorées? Donc, à l'aide de ce catalogue, vous allez être capable de marquer les jeux de données contenant des données personnelles et prendre les actions nécessaires à la mise en conformité avec la GDPR. Chiffrement, contrôle d'accès, pseudo-anonymisation, etc. Au regard des exigences de la GDPR sur la durée de rétention des données personnelles et du droit à l'oubli, vous ne pourrez pas atteindre la conformité si vous n'avez pas une vue d'ensemble complète et à jour des données personnelles que vous stockez et que vous utilisez. Donc, ce catalogue de données fera office de documentation dynamique des données utilisées dans vos systèmes Big Data et sera utile à la fois pour le DPO et le responsable de traitement, mais également pour les data ingénieurs, data scientists, business analysts ou tout autre consommateur de la donnée, y compris des profils non techniques qui veulent pouvoir découvrir des données et les utiliser dans leur activité pour faire de meilleurs produits ou prendre de meilleures décisions. Alors, je vais devoir cataloguer les données que j'utilise,
mais je vais devoir également être capable de cartographier les traitements sur ces données. Donc, l'article 30 de la GDPR impose la tenue d'un registre des traitements qui devra contenir un certain nombre d'informations sur les traitements. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ces informations devront permettre de répondre aux 6 questions suivantes. Qui ? Le nom et les coordonnées des responsables de traitement du Data Protection Officer. Pourquoi ? La finalité de ce traitement. Quoi ? La description des catégories de personnes concernées et des catégories de données concernées. Ou la localisation des données, éventuellement leur transmission à des tiers. Jusqu'à ce quand les informations concernant la durée de conservation de ces données. Et comment la description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles mises en place. Donc là encore, cette contrainte doit être vue comme une opportunité pour le big data. En répondant à ces questions et en liant cette documentation sur vos traitements avec les jeux de données indexés dans votre catalogue, vous allez pouvoir créer une traçabilité des données au sein de vos environnements big data et d'obtenir ce qu'on nomme un data lineage. Petit exemple ici. Data lineage qui va vous permettre de suivre l'utilisation des jeux de données dans votre environnement big data et vous assurer que vous respectez correctement les principes de finalité et de data minimisation. Donc tout bien considéré, être bien organisé, maintenir cette traçabilité de la donnée est une excellente chose pour la productivité en général et notamment pour les data scientists qui vont pouvoir, à travers cette documentation, avoir une documentation justement sur l'origine, la création des données, éventuellement utilisables dans un algorithme prédictif, sur la provenance des données et sur la maintenabilité de leurs algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle. Donc une fois que vous avez identifié dans vos environnements big data les données à caractère personnel, comment puis-je m'assurer de leur utilisation pour des traitements big data sans enfreindre les principes de la GDPR, notamment en respectant les principes de finalité et de privacy by design. Donc le concept de privacy by design est souvent associé à l'implémentation de techniques d'anonymisation ou de pseudonymisation des données personnelles. Alors c'est un sujet qui mériterait une conférence en soi. Il existe de nombreuses techniques d'anonymisation de la donnée, plus ou moins destructrices d'informations. Dans le cadre d'une équipe big data qui cherche à faire émerger de la valeur, des insights à partir de la donnée déjà existante dans mon système d'information, il existe des nouvelles formes d'anonymisation de la donnée qui, on le vend en poupe et qui commencent à émerger actuellement, notamment des techniques dites de differential privacy. Donc le principe de la differential privacy est le suivant. Faire en sorte que peu importe que vos informations personnelles soient récoltées ou non, ça n'aura aucune incidence notable sur ce qu'on pourra apprendre sur vous. Donc, le differential privacy consiste à injecter dans les données du bruit suffisamment important pour fournir une anonymisation au niveau des individus, mais suffisamment faible pour ne pas impacter les informations qu'on peut extraire des données au niveau global. Donc cette technique, elle gagne en popularité. Elle est déjà utilisée par des entreprises comme Google, Apple et Microsoft. Donc il va falloir posséder dans l'arsenal des équipes Big Data un outil d'anonymisation à la demande des jeux de données contenant des données personnelles. Cet outil d'anonymisation de données à la demande pourrait être connecté avec le catalogue de données et permettre aux équipes de data scientists et data ingénieurs de travailler sur des données à caractère personnel sans enfreindre les principes de la GDPR. Là encore, cette anonymisation massive peut être vue comme un fardeau, mais elle va justement pouvoir créer des opportunités. Dans les équipes de Big Data, on a souvent des problèmes pour pouvoir redescendre de la production, par exemple, des données personnelles dans des environnements de dev ou de test, et pouvoir tester nos systèmes Big Data avec des volumes et des variétés de jeux de données cohérents avec la réalité. Alors, on a évoqué ensemble quelques techniques et outils à mettre en place pour mettre en conformité nos environnements Big Data avec la GDPR. Au contraire, les environnements Big Data pourront être eux-mêmes utilisés pour mettre votre entreprise en conformité. Donc, le droit à l'accès des données personnelles vous oblige à avoir un bon management de la donnée dans votre SI. Vous avez besoin d'une bonne gestion des métadonnées pour pouvoir rechercher toutes les informations que vous avez sur un individu et si cette information est correctement protégée et anonymisée. Donc, un problème commun pour les organisations est que les données personnelles qu'elles détiennent sur un individu sont disséminées dans des systèmes de stockage disparates.
Donc, un des principes du big data est justement de casser les silos et de ramener ces données diverses et variées dans un écosystème big data centralisé. Ce qui va nous permettre de créer ce que l'on nomme fréquemment une vue 360 des clients d'une organisation et permettre à nos clients d'exercer leur droit d'accès et de portabilité de leurs données personnelles. Donc de plus, certaines techniques d'intelligence artificielle et de machine learning vont pouvoir être utilisées pour nous approcher encore plus de la conformité avec la GDPR, en utilisant cette technique, par exemple, pour faire de la détection automatique de données personnelles, pouvoir faire calculer des scores de duplication de données personnelles dans tous nos jeux de données, faire de l'inférence de qualité sur le jeu de données, ou encore utiliser des algorithmes de machine learning pour faire des scores de data leak. Alors, voilà un peu une vue d'ensemble de ce qui peut être envisagé pour rendre nos écosystèmes big data plus proches de la conformité avec la GDPR. Donc, à l'aide du data catalogue, je peux avoir une vue d'ensemble de toutes les données personnelles que je détiens. Grâce au data lineage, je peux m'assurer que ces données respectent bien les principes de finalité de la GDPR. J'utilise un outil d'anonymisation pour pouvoir respecter les principes de privacy by design. Et dans mon système Big Data, je peux ramener toutes ces données personnelles dans une vue centralisée qui va me permettre de respecter les droits d'accès, de portabilité, de rectification et de suppression des données personnelles de mes clients. Alors, que faire pour être en conformité avec la régulation ? Donc, les autorités de surveillance de la protection des données de chaque État membre de l'UE disposent d'une liste d'activités à exécuter pour se conformer au GDPR, donc, qui sont toutes plus ou moins similaires à celle-ci. Donc, premièrement, sensibiliser et former toutes les personnes concernées dans vos organisations, jusqu'au plus haut niveau hiérarchique. Deuxièmement, assurez-vous que les personnes concernées par vos traitements seront capables d'exercer leurs droits. Droit d'accès, droit de rectification, droit de suppression, droit de portabilité. Documentez quelles données personnelles vous avez et les traitements sur ces données personnelles, d'où proviennent ces données, avec qui vous les partagez et les bases légales pour ces traitements. Donc, cartographer les risques de confidentialité, utiliser les principes de privacy by design et by default en utilisant des principes de data minimisation, de pseudonymisation. Donc, rapidement, nommer un DPO, évidemment. Ayez un process pour l'anification de violation de données privées. Revoyez vos contrats avec vos sous-traitants et avec vos clients. Et revoyez vos process de la gestion du consentement. Voilà, donc, dans le temps qui m'a imparti, j'ai fait certainement égratigner la surface de la GDPR. La GDPR contient 99 lois. J'espère que j'ai fait monter en compétence, que je vous ai fait un peu prendre en maturité sur le sujet. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, nous avons un quart d'heure de questions. Est-ce que les gens ont des questions ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus vendre un fichier client à une autre entreprise pour un autre but ? Alors non, mais il faudra par exemple que dans la donnée que vous avez collectée, dans les informations que vous avez transmises à votre client pour qu'il accepte de vous transmettre ces données personnelles, le fait que vous puissiez vendre ces données à un tiers devra être contenu dans ce que vous mettez dans votre privacy notice. Alors, je ne suis pas un expert, mais c'est ce que j'ai bien compris. Oui, merci pour la présentation. J'ai 3 questions, je vais essayer de faire très très rapide. La première, c'est est-ce que la loi, elle concerne que les entreprises dont le siège social est en France, ou c'est toutes les entreprises pour lesquelles les clients sont en France ? Toutes les entreprises dans le monde entier qui contiennent des données personnelles de citoyens de l'Union. D'accord. Donc les GAFA, les réseaux sociaux sont les premiers impactés par la GDPR. L'autre question, c'est qu'il me semblait que dans la GDPR, il y avait une partie qui était relative à la transparence des algorithmes. Je ne sais pas si c'est une des parties qui n'est pas évoquée dans la présentation. Est-ce que je me trompe ? Effectivement, c'est l'article 22 que j'ai évoqué. Alors, je vais revenir ici.
celui-ci, qui impose ce genre de choses. Donc je suis en droit de m'opposer à un algorithme automatique sur mes données personnelles, et donc je suis en droit de demander pourquoi telle décision a été prise. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est si vous utilisez des algorithmes de machine learning qui ont un impact légal ou de manière significative sur un individu, oui, il vous faudra être capable de pouvoir l'expliquer aux gens qui sont concernés. Et donc, ça a un impact sur les choix d'algorithmes que vous pourrez utiliser. Donc, dans l'intelligence artificielle, la règle de l'art aujourd'hui, c'est le deep learning, qui est typiquement quelque chose qui est en mode black box, donc qui va être compliqué. Ce que dit la réglementation, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer comment techniquement ça marche. Ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer les conséquences, les impacts sur le citoyen. Donc il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui sont innovants à ce sujet. Il y a une partie dans la GDPR qui oblige les entreprises à se rendre innovants sur leur privacy notice et leurs termes et conditions. Des entreprises commencent à faire des termes et conditions sous forme de vidéos, avec des graphiques, avec des choses comme ça. Et donc voilà. Et il y a aussi une deuxième partie, c'est que certains algorithmes de machine learning commencent à être auditables. Donc les organismes de régulation commencent à regarder les entreprises qui sont capables d'auditer des algorithmes de machine learning. Et donc forcément, si vous utilisez un algorithme de machine learning auditable, vous êtes plus proche de la conformité que si vous étiez un algorithme de machine learning en mode black box incompréhensible. Merci. Dernière question sur la portabilité des informations d'une entreprise à une autre. Est-ce qu'il existe déjà un référentiel commun, un format qui a été défini ? Voilà, c'est aussi clair que je vous l'ai dit, c'est-à-dire dans un format interopérable, lisible par une machine. Voilà, il n'y a pas de standard. Merci pour la présentation. Deux questions par rapport aussi à des aspects ici. Vous avez dit que l'anonymisation permettait de processer la donnée. Est-ce que, par rapport à la limitation de traitement, est-ce que si quelqu'un l'anonymise, est-ce que par rapport à GDPR, ça veut quand même dire... Alors, si vous anonymisez complètement, c'est-à-dire que vous êtes incapable de réidentifier la personne, vous n'avez plus besoin de respecter la GDPR, puisque de fait, c'est plus de la donnée personnelle. Dans la pratique, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que même des données qu'on pense être complètement anonymisées, on peut toujours réidentifier les personnes par des choses comme du link attack, où il y a un exemple qui me vient en tête. On peut identifier, je crois, 87% des gens aux États-Unis uniquement avec leur nom, adresse et date de naissance. Donc, c'est compliqué. Mais dans le cadre de la privacy by design and by default, si vous voulez vous montrer que vous êtes en conformité avec la régulation, il vous faut, de toutes les façons, pseudo-anonymiser vos données. Mais donc ça ne vous empêche pas, ça ne vous enlève pas vos devoirs concernant la GDPR. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir une base légale pour le traitement, être capable de prouver que vous avez bien mis en place toutes les mesures nécessaires en termes de sécurité, de privacy by design, de minimisation, etc. etc. Et deuxième point sur l'effacement, vous avez parlé du big data. Ouais. Souvent, c'est stocké en fichier. Est-ce que vous avez une idée de comment effacer des données dans ces fichiers-là? Par exemple, une personne demande d'effacer. Ouais, vous effacez dans toute une liste. Il n'y a pas de recette miracle. Si on parle de technologies comme Hadoop ou Cloud, S3, choses comme ça, ce sont des technologies qui ont été pensées pour être immutables. Donc la seule façon de faire, c'est de lire la totalité du fichier, réécrire moins les clients qui veulent être effacés et écraser l'ancien fichier. Et donc la seule façon de faire ça correctement, c'est justement d'avoir un catalogue des données qui vous dit exactement où se trouvent toutes les données sur mes citoyens. Et alors vous devez effacer vos données dans un délai raisonnable, donc c'est 30 jours à peu près. Donc vous allez devoir être capable de créer des jobs qui vont pouvoir faire ces traitements à la demande. Des jobs que vous passerez une fois toutes les semaines, mois, on verra. Et quand quelqu'un va faire une demande de suppression, vous allez stocker cette information quelque part et les prochains jobs vont effacer leurs données dans vos systèmes Big Data. Sinon, maintenant, il y a des nouveaux systèmes qui permettent de faire de l'update ou de la délétion à la ligne. HBase, par exemple, Kudu dans le monde Cloudera, des choses comme ça, qui peuvent être utilisées. Mais non, il n'y a pas de recette magique.
Bonjour, merci pour la présentation très riche et pertinente. J'ai 3 questions rapides. Une question sur... dans le secteur des banques et assurances, on est obligé de garder quand même des traces des contrats. Donc, alors, je ne peux pas quand même... Effectivement, le droit à l'oubli ne vient pas effacer ses droits. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous demander d'effacer des données personnelles, si vous êtes par ailleurs tenu de conserver ces données pour des raisons financières, par exemple, ou d'autres législations, ces données-là ne devront pas être supprimées. Et ensuite, l'heure de consentement. Donc là, je vais décrire tout ce que je fais avec les données. Mais en même temps, je suis en train de développer des nouveaux produits avec ces données-là. Donc je ne veux pas dire, je ne sais pas en fait ce que je vais faire avec. Ouais. Donc est-ce que je suis toujours obligé de dire ce que je vais faire sur les données? Donc c'est le sujet du principe de la finalité. J'ai obtenu le consentement d'obtenir des données personnelles pour un usage précis. Qu'est-ce qui se passe si je veux utiliser ces données pour découvrir, faire de la data discovery et éventuellement faire de la recherche et développement? Alors, il y a une exception à ce principe de finalité qui vous permet de faire des traitements dans le cadre d'analyses scientifiques ou statistiques. Donc, il va falloir regarder de manière avec vos équipes légales si votre data discovery dans vos écosystèmes big data sont sujettes à utiliser cette exception. Et il y a également un sujet à prendre en compte sur est-ce que vraiment le nouveau traitement que je fais sur ces données est en contradiction ou pas avec la finalité pour laquelle ils ont été recueillis. Et donc là, ça va être des batailles juridiques. D'accord. Et ma troisième question rapide, je vais donner un exemple. J'ai des données personnelles qui sont par exemple les cookies. Donc je vais essayer de faire de l'anonymisation, donc je vais remplacer les cookies par des ID. Est-ce que le fait de casser la correspondance cookie ID, ce qui fait que je ne peux plus identifier les personnes parce que j'ai plus le cookie, ça s'appelle de l'effacement ou pas? Sachant qu'après, je peux continuer à faire... Oui. À partir du moment où vous êtes sûr que vous ne pouvez plus réidentifier la personne... Là j'en suis sûr, mais je peux toujours quand même continuer à faire des stats sur les gens qui... Tout à fait. C'est pour ça que vous avez un droit, vous avez une limitation du temps dans lequel vous pouvez conserver des données. Si au bout de ce temps, vous anonymisez complètement les données, c'est-à-dire que vous n'êtes plus capable de réidentifier les personnes, vous pouvez toujours conserver ces données. Je peux même l'utiliser pour faire des stats ou des insights, etc. Ça. Mais ce qui est important, c'est est-ce que je suis capable ou non de réidentifier les personnes. Et ce n'est pas évident parce qu'il y a des techniques de machine learning qui permettent de réidentifier les personnes, même avec des données qui semblent pas suffisantes pour identifier une personne. Ok, merci. Question. Bonjour. Moi, j'ai une question concernant les droits donc, des utilisateurs et ce que doit mettre en place la société par rapport au respect de ces droits. Est-ce qu'elle doit proposer des solutions simples pour que les utilisateurs puissent faire valoir ces droits ou uniquement prouver en cas de contrôle qu'elle a la capacité à répondre justement à la liste de droits qu'elle doit respecter? Alors, en réponse en 2 points. La législation dit juste que vous devez être capable de faire respecter les droits d'utilisateurs. Donc, si on lit uniquement les textes, ça veut dire que les citoyens peuvent être capables d'envoyer une lettre type à une société en disant « Veuillez, s'il vous plaît, me donner mes données » ou « Veuillez, s'il vous plaît, supprimer mes données ». Et l'entreprise doit pouvoir répondre à cette demande dans un délai raisonnable, à peu près 30 jours. Peu importe comment c'est fait. Et l'entreprise peut s'amuser, si elle veut, à rendre le process... Alors, ça va être surveillé, justement. Si l'entreprise s'amuse à rendre le process difficile, il y aura certainement des sanctions. Mais il faut certainement, la CNIL, les autorités de régulation, vont tester les entreprises sur la capacité et leur temps de réaction à ce genre de demande. Maintenant, moi, ce que je vous encourage à faire, notamment pour la confiance auprès de vos clients et qu'ils soient capables de partager leurs données plus simplement, c'est justement de mettre en place des systèmes qui leur permettent de faire ces actions simplement. À travers une interface graphique web, j'appuie sur un bouton, j'ai mes données. À travers un interface web, j'appuie sur un bouton, je sais que mes données vont être supprimées dans le mois, etc. etc. Là, vous mettez d'autant plus en conformité avec la régulation
et vous gagnez la confiance de vos clients et vous pouvez justement être capable de créer des produits innovants qui traitent de la donnée personnelle et faire en sorte qu'il y ait de l'engagement sur ces nouveaux produits. Encore 2 questions. Merci pour cette brillante présentation. J'avais 2 questions. L'une par rapport au droit à la non-utilisation des données pour des problématiques de machine learning. Si jamais on a des modèles de machine learning qui tournent en production et que la personne veuille qu'on le supprime, qu'on l'oublie de notre système, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-ci? Sachant qu'à mon sens, il n'y a pas de méthode directe, même si les algos restent possibles à investiguer, il n'y a pas de méthode directe de savoir quelles étaient les données qui ont été utilisées dans la préparation de ce modèle-là. Après, votre modèle, de manière globale, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il a appris sur des données et il a fait un modèle statistique sur ces données. Donc vous n'avez pas besoin de modifier votre modèle statistique sur des données dans le passé. Tout ce que vous devez faire, c'est faire en sorte qu'il n'y ait aucune donnée personnelle qui traîne dans votre récit qui vous permette d'identifier quelqu'un. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de modifier, de refaire un apprentissage de votre algorithme de machine learning. Non. Okay. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'utilisation qu'on pourrait avoir des données provenant des réseaux sociaux. Si on utilise les API de Twitter, par exemple, pour faire des usages tels que de l'analyse de sentiments, est-ce qu'on peut se baser se placer sous la tutelle des GAFA qui sont en conformité avec la GDPR, ou on serait obligé de respecter tout de même Vous serez obligé de respecter. En toute théorie, vous serez obligé de prévenir les citoyens que vous utilisez des données personnelles. Tout va dépendre de comment les GAFA vont mettre en place leur privacy notice, leur obtention du consentement, et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Est-ce qu'il va y avoir dedans le fait que dans les finalités qu'ils vont mettre auprès de leurs clients, il y aura j'ai le droit de donner ces données à quelqu'un d'autre. Et alors, le problème se pose si vous faites des choses type scrolling de sites web et récupérer les informations comme ça. Là, dans ces cas-là, il n'y a pas de consentement. Alors, il y a quand même une limitation, c'est-à-dire que vous avez le droit d'utiliser des données personnelles si celles-ci ont été, entre guillemets, rendues publiques. Mais là encore, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas un expert juridique, donc là, je vous conseille d'aller voir votre équipe légale et de prendre conseil auprès de la CNIL. Une dernière question ? Alors, je voudrais juste clarifier un point sur le machine learning. Donc, juste clarifier un point sur le machine learning. Du coup, ça veut dire que si, par exemple, je suis un site d'e-commerce et que je dis à mes utilisateurs, je compte utiliser les données de votre profil et votre historique d'achat pour faire des recommandations. Est-ce que c'est tout ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut faire quelque chose en plus? Je vais expliquer comment on va précisément utiliser les données. Alors là, sur les petites lignes légales, il faut vraiment prendre contact avec du juridique. Ce qu'il faut retenir, c'est que les privacy notices que vous allez devoir montrer à vos clients, elles devront être, contrairement à aujourd'hui, claires, informées. C'est-à-dire que le client, s'il dit « oui, j'ai cliqué sur un bouton, mais en fait, c'était 3 pages en petites lignes incompréhensibles que je n'ai pas le temps de lire », il va y avoir quelque chose. Donc il va falloir être innovant. Ça va être une innovation à faire pour les équipes marketing, peut-être, les équipes légales, sur l'explication claire et précise de ce que je peux faire avec mes données. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Okay. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions.